Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité du moment. Ce soir, on parlera essentiellement droit, justice et politique. L'essentiel de l'actualité, commenté, analysé, développé par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Alafé Wakili, il est journaliste directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, et Antoine Assaletier-Moko, journaliste directeur général de l'hebdomadaire L'Éléphant déchaîné. Nous avons beaucoup de plaisir également à recevoir ce soir, chez vous, pour vous, deux hommes de droit, maître Abdoulaye Ben Meïté. Il est l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dans l'affaire Guillaume Soro. Vous êtes par ailleurs, maître Abdoulaye Meïté, député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale, et maître Raoul Goïbi, avocat, membre du collectif des avocats de Guillaume Soro. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Depuis le 23 décembre dernier, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, et certains de ses proches sont poursuivis par l'État de Côte d'Ivoire. L'ex-chef du Parlement est inculpé pour tentative de déstabilisation de l'autorité de l'État et détournement de deniers publics. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Des proches à lui sont accusés d'être ses complices et de troubles à l'ordre public. Avant d'ouvrir le débat sur cette affaire judiciaire, je vous propose d'écouter le procureur de la République, Adou Richard. Il répondait à nos questions sur ce plateau. En réalité, il n'y aurait jamais eu de mandat d'arrêt international si l'intéressé s'était posé à Abidjan. Parce que pour rechercher les citoyens ivoiriens contre qui des faits infractionnels sont reprochés sur le territoire, nous n'avons pas besoin de mandat, surtout lorsque nous savons où les trouver. Mais lorsque le procureur a été informé que l'avion qui devait se poser en Côte d'Ivoire est allé se poser dans un autre pays, il n'avait pour seule possibilité d'avoir la personne à sa disposition que de demander un juge d'instruction, parce qu'en réalité, ce n'est pas le procureur qui émet le mandat d'arrêt. Pour les faits, comme je l'ai indiqué, graves et complexes, le procureur qui veut retrouver une personne qui est en dehors du territoire de la République, le procureur est obligé d'ouvrir une information judiciaire en saisissant un juge d'instruction. Et c'est donc le juge d'instruction qui a décerné le mandat d'arrêt international. Mais évidemment, pour son exécution, c'est le procureur qui demande aux forces de l'ordre de l'exécuter. Mais vous comprendrez bien que les forces de l'ordre ont une mission limitée au territoire national. L'avion s'était posé au Ghana. Nos forces de l'ordre n'avaient pas vocation à aller au-delà des frontières ivoiriennes. Pour que les forces des autres pays puissent exécuter un mandat, il faut qu'il soit international. Et en mettant donc en œuvre les systèmes d'Interpol et autres, et de coopération pénale internationale. Mais comme je l'ai indiqué, le mandat a été émis parce que la personne qui était censée se poser en Côte d'Ivoire ne se trouvait plus en Côte d'Ivoire, elle se trouvait hors du territoire national. Nous n'avions pas d'autre possibilité. Maître Raoul Goïbi, vous êtes avocat au barreau d'Abidjan, membre du collectif des avocats de Guillaume Soro. Vous venez d'entendre le procureur de la République. Vous comprenez l'émission de ce mandat d'arrêt? Merci beaucoup. Déjà, permettez que très rapidement, donc, je puisse sacrifier au rituel qui veut que, en période moment, nous souhaitons nos voeux aux téléspectateurs et aux fidèles de NCI et à tous les Ivoiriens, nos voeux de paix. Et pour revenir à la question, je veux dire que, en plus de toutes les irrégularités qui entachent donc cette procédure, pour parler du mandat d'arrêt dont le procureur, tout à l'heure, sur lequel on vient d'écouter monsieur le procureur, alors on a l'impression que c'est une mesure qui est automatique. Pourquoi automatique? Parce que pour le procureur, le seul fait de poursuivre quelqu'un qui n'est pas sur un territoire, automatiquement, cela justifie le fait qu'on lance un mandat. Déjà, je suis content qu'après notre intervention donc, du collectif, il a arrêté de parler un peu plus de mandat d'arrêt international parce qu'il a compris que ça n'existe pas. Donc,
lorsqu'une personne est poursuivie pour des faits, qu'elle soit sur le territoire, qu'elle ne soit pas sur le territoire, il y a un préalable. M. Guillaume Soro n'est pas sur une autre planète, il est sur la planète Terre. M. Guillaume Soro a des endroits, dans un pays, soit en Espagne, soit en France. On a toujours su où il était. Donc, même s'il n'est pas sur le territoire, il y a des mécanismes pour pouvoir engager une procédure contre quelqu'un qui n'est pas sur le territoire sans forcément passer par un mandat d'arrêt. La coopération dont parle monsieur le procureur entre États pour l'exécution de son mandat d'arrêt, mais cette même coopération prévoit aussi des commissions rogatoires pour inculper des gens qui ne sont pas sur le territoire. Donc, quand il s'agit de faire la procédure sans passer, je veux dire, par les moyens de coercition, on oublie cette coopération. Mais quand il s'agit de priver de la liberté, on se rappelle de cette coopération. Le juge d'instruction, dès qu'il y a une information qui est ouverte devant lui, il met des convocations à l'adresse de l'individu. Mais si l'individu n'est pas sur le territoire national. M. Soro Kibafouri Guillaume a une adresse en Côte d'Ivoire. Il a des parents qui sont là, qui peuvent recevoir une convocation pour lui. On a envie de vous demander en même temps pourquoi votre client, finalement, n'a pas accepté d'atterrir en Côte d'Ivoire et faire face justement à la justice. Simplement parce qu'il a expliqué, et de façon constante, qu'au bord de l'aéronef dans lequel il se trouvait, l'équipage est venu lui dire qu'il ne pouvait plus atterrir à Abidjan au seul motif que leur avion serait pris d'assaut. Et ça, c'est ce qu'il dit, et l'équipage existe. Il y a des documents faxés par cet équipage au commandant de bord de l'aviation pour lui interdire d'accéder à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour cette raison. Ça, c'est la raison de l'équipage. Mais mieux, le dispositif qui avait été mis en place déjà laissait présager de cet assaut. Et le procureur ne l'a pas caché. S'il arrivait à l'aéroport, on l'arrêtait. S'il arrivait à l'aéroport, on l'arrêtait. Maître Meïté Abdoulaye, vous confirmez cette hypothèse de l'arrêt de Guillaume Soro une fois qu'il descendrait de son avion, une fois à Abidjan? Attends, je voudrais vous remercier et puis surtout faire la part des choses. Alors, je suis l'un des avocats du collectif des avocats en charge de la défense de l'État de Côte d'Ivoire, en sa qualité de partie civile. Et donc, nous ne sommes pas l'avocat de la poursuite, du moins de l'accusation. Nous ne sommes pas les avocats du procureur. Cela dit, nous sommes partis à cette information qui est en cours devant le cabinet d'instruction pour justement contribuer à cette œuvre de justice, à la manifestation de la vérité. Mais quand j'entends les avocats de la défense, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une infraction qui est relative à un vol de beignets. On me dit qu'il serait plus idoine de servir convocation à l'adresse de M. Guillaume Soro ou alors de procéder selon la procédure effectivement de la commission rogatoire. Mais je vais préciser, il faut d'abord se poser la question, c'est de quelle infraction il s'agit? Nous parlons de quelle infraction? Nous parlons d'atteinte à la sûreté de l'État. Une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État en cours et dont échec a été, auquel du moins à laquelle attente échec a été fait parce que les autorités de sécurité de la Côte d'Ivoire ont été vigilantes. Ceci explique qu'il appartient à l'État de prendre des mesures idoines pour la protection de nos concitoyens. On ne peut pas, vous conviendrez avec moi, une personne qui est en train de chercher à déstabiliser la République. On ne va pas lui servir un café ou un croissant en lui adressant une convocation ou alors en le respectant au-delà de la République. Je pense que le procureur a été suffisamment clair. M. Guillaume Kibafouri Soro était en train de perpétrer une atteinte à la sûreté de l'État. Il a tellement compris la gravité des faits qui lui étaient reprochés qu'il a pris la poudre d'escampette. On nous dit que s'il arrivait, il serait pris
dans les mailles de la justice, mais justement, pour une personne qui a servi à ce stade de la République, à ce niveau de responsabilité de l'État, je pense qu'il lui appartenait de se présenter devant le juge et accepter de se soumettre à la rigueur de la loi pour qu'il y ait effectivement une défense efficace. Maître Goïbi, le 3 janvier dernier, vous avez animé une conférence de presse dans laquelle vous avez évoqué beaucoup d'irrégularités dans cette affaire. Vous le disiez tout à l'heure. Quelles sont-elles, ces irrégularités? Alors, je vous remercie. Et la question est bienvenue parce qu'elle sera la réponse directe à ce que vient de dire mon confrère. Vous voyez, on a un souci dans ce pays. Alors, lorsque il y a des faits qui sont mis sur la place publique, la première des choses qu'on présente, c'est voici le coupable. Mais c'est dangereux de raisonner ainsi. C'est pour ça que vous évoquiez la présomption d'innocence. D'innocence. Et lorsque j'entends mon confrère, qui déjà lui a décidé que le président Guillaume Soro a perpétré, est en train de perpétrer, il est dans la logique du procureur. De toutes les façons, les mêmes oiseaux, enfin, les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc je comprends qu'ils soient tous dans l'erreur et collés à cette présomption d'innocence qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'un procureur doit faire en de telles situations et un avocat doit faire? Le raisonnement, il est simple. Commencer déjà à engager des poursuites pour arriver à la manifestation de la vérité. Mais est-ce que le mandat d'arrêt n'est pas un début de poursuite? Je vous explique. Déjà, pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, il faut bien, dès le départ, que les premières règles de poursuite commencent. C'est quoi les premières règles de poursuite? Le procureur de la République est saisi d'une plainte de l'agent judiciaire du Trésor dénonçant des faits de détournement et de blanchiment de deniers publics. Le procureur de la République ouvre, sur la base de cette plainte, une instruction judiciaire sans qu'il y ait préalablement une enquête préliminaire. C'est une monstruosité juridique. C'est la chose la plus laide qu'il puisse exister en matière de procédure judiciaire. Maître Meïté, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire? Et je termine, c'est sur la base de cette monstruosité-là que le mandat d'arrêt est lancé. Donc, dès le départ, ce mandat d'arrêt n'a qu'un objectif politique. Il n'a rien de juridictionnel. Voici la plus grosse illégalité dans ce dossier. Ensuite... On reviendra à vous. Maître Meïté, il vient d'indiquer qu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire. Je voudrais quand même demander à ce qu'on reste un peu plus professionnel. Nous parlons d'un dossier qui est devant un juge d'instruction, donc qui est gouverné par le secret de l'instruction. Le contenu du dossier, au stade actuel des choses, bénéficie du respect de sa sacralité, le secret de l'instruction. Je voudrais indiquer que, généralement, quand j'écoute les avocats de la défense, j'ai le sentiment que c'est une autre règle de droit qu'on invente. Voici une personne qui est suspectée d'attenter à la sûreté de l'État. Voici une personne qui est suspectée de détourner des deniers publics et de recéler effectivement ces deniers. Le procureur de la République est informé. Il fait ouvrir une information judiciaire à l'effet de voir une enquête menée. Ce qu'il faut, c'est quoi une enquête? Le patron de l'enquête, c'est le juge d'instruction. L'enquête approfondie, parce que ce n'est pas une question d'enquête préliminaire. Je l'ai dit et je répète, le procureur de la République, informé de faits, saisit le juge d'instruction, à lui de mener l'enquête. On me dit qu'il n'y a pas eu d'enquête. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat pour respecter effectivement le secret de l'instruction au stade actuel des choses. Il ne m'appartient pas de révéler le contenu d'un dossier en instruction, mais je retiens qu'à ce stade, et pour répondre effectivement à mon confrère, où il n'avait pas compris ce que je lui avais dit, ou ce que je disais, j'ai dit et je répète, M. Guillaume Soro est poursuivi pour des faits précis. Atteinte à la sûreté de l'État, recel, détournement de deniers publics, recel du denier public. Ce que je t'en ai lui quand même fait comprendre, c'est que à ce stade, tout ce qui lui est demandé, tout ce qui est demandé à leurs clients, c'est de se présenter devant le juge d'instruction
pour participer à l'information. Je voudrais aussi indiquer que les avocats de Guillaume Soro nous parlent d'irrégularité de la procédure. Je tiens à rappeler que ces avocats assistent le client. Ils ne représentent pas leur client. Nous sommes dans le cadre d'une information judiciaire, donc nous sommes en matière pénale. Et même s'ils estiment qu'il y avait des irrégularités de procédure, je ne pense pas que les médias soient le cadre idéal pour pouvoir effectivement en parler. Parce que l'avocat, son rôle justement, c'est de faire valoir les voies de recours. Alafé Wakili. Maître Goyebi, le procureur a dit ici pratiquement que son rôle n'est pas de prouver que M. Guillaume Soro est innocent, que son rôle est de le poursuivre, je ne sais pas sur quelle base, et que c'est le rôle des avocats de prouver qu'il n'est pas coupable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien pensez-vous que le procureur doit vous soutenir dans votre démarche consistant à défendre que M. Guillaume Soro est innocent? Je suis désolé de le dire, c'est une véritable hérésie. Les avocats n'ont pas la charge d'apporter les preuves de l'innocence de leurs clients. Quel est leur rôle, finalement, tel que vous l'entendez? Leur rôle, c'est de discuter les preuves qui sont apportées, les preuves de culpabilité. Quand le procureur vient vous dire aux journalistes que moi, je n'ai pas à faire d'expertise balistique ou audiophonique, etc. C'est aux avocats de demander au juge d'instruction. Mais non. C'est vous qui dites qu'il y a une bande sonore. Une bande sonore, oui. C'est vous qui l'expertisez. Les avocats, leur rôle, c'est de demander des contre-expertises. Donc, aujourd'hui, le procureur dit, moi, j'affirme à vous d'apporter la preuve de ce que je dis est faux. Mais on n'est pas dans le système anglo-saxon, on est dans le système franco-latin. Dans ce système-là, la présomption d'innocence va jusqu'à ce qu'un tribunal vous déclare judiciairement coupable. Mais pendant tout ce temps, la charge de la culpabilité pèse exclusivement sur le procureur. Donc ce n'est même pas à nous de poser un acte tendant à disculper. Avant d'aller plus loin, tout à l'heure, vous parliez de la bande sonore. Que dites-vous de cette bande? Écoutez, vous c'est voyez... l'un des éléments présentés par le procureur de la République. Et vous, en tant qu'avocat de Guillaume Soro, que dites-vous de cette bande? Vous l'avez écoutée, vous l'avez analysée? Vous voyez, cette bande pose des problèmes de droit. Et nous avons dit dès le départ que nous, les avocats, nous n'allons pas plus vite que la procédure nous l'exige. Cette bande fonde la culpabilité ou pas, ça, c'est l'étape de la fin. Mais quand le procureur vient nous dire qu'il ne sait pas la date à laquelle cet enregistrement a été fait, il ne connaît pas le lieu où cet enregistrement a été fait, il ne sait pas si la reproduction est bonne. Tout compte fait, il est enregistrement d'un service. Non, il a indiqué sur notre plateau qu'il a parlé de datation, qu'il y a toute une procédure pour certifier la datation d'un tel document. Et puis après, dans il a dit que l'accusation a reconnu l'authenticité de la bande. Non, jamais. Jamais. Non. C'est peut-être les circonstances qui changent le contexte, mais l'accusation semble avoir reconnu. Maître Afoussiata Bamba Lamine, dans une déclaration, après la divulgation justement de cette bande, indiquait que cette bande était bel et bien existante, qu'elle serait même plus longue. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur un plateau où il y a l'avocat de la défense et puis il y a l'avocat de la partie civile. Il est clair qu'on n'aura pas de position, on peut se réconcilier dans une telle configuration. Ce que je voulais dire, l'emballement médiatique est un poison pour une procédure judiciaire. Première chose, tout à l'heure, maître disait que M. Soro n'est pas arrivé à Abidjan parce qu'il y avait un déploiement policier tel que l'avion aurait été pris d'assaut. Il me semble que c'est un peu surestimer les choses. Il n'est pas évident qu'un avion privé qui atterrit à l'aéroport d'Abidjan, si les policiers sont là pour uniquement mettre la main sur un individu, que l'avion soit pris d'assaut et soit endommagé. Donc, raisonner ainsi, c'est un peu faire de la surenchère médiatique. Première chose. Deuxième chose, et je suis d'accord avec Maître quand il dit ça, généralement, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, on joue avec beaucoup de principes.
la liberté, c'est ça qui est le principe. L'arrestation, c'est l'exception. Et lorsque ces questions sont posées, quand on s'inscrit dans un emballement médiatique, la procédure elle-même suit le jeu médiatique. De sorte que tous les camps ont l'impression que c'est en élevant plus la voix ou bien en allant plus vite qu'on a la vérité pour soi. Et donc, dans une telle configuration, la première victime, c'est la procédure judiciaire, même dans le respect des procédures qui se font. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans un État qui se construit, que les choses se fassent en suivant les médias. Deuxième chose. Troisième chose, ici, on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, rentrer dans le fond du dossier, puisque les avocats, même qui sont là, voilà, ils sont là, c'est eux qui connaissent les choses, c'est des praticiens. Nous, on ne pourra pas le faire. Nous, on ne peut que faire des commentaires. Et les commentaires que nous, on a faits, c'était par exemple sur l'histoire des fonds de souveraineté. Puisque réagissant à la question de détournement de fonds, la partie défense dit que, M. Soro m'a dit qu'il a acheté la maison avec les fonds de souveraineté. Et nous avons publié récemment un document qui a été signé en 2002, un décret qui porte conditions d'exercice de la fonction de président, de premier ministre, tout ça, et qui permet aux chefs d'institution d'utiliser jusqu'à 10% les budgets de leurs institutions en fonds spéciaux. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces fonds-là sont destinés à des activités d'intérêt public ou bien c'est des activités d'intérêt personnel. Et donc, par conséquent, cette procédure nous intéresse parce que ça pourrait aboutir à une jurisprudence en Côte d'Ivoire. Est-ce que les fonds de souveraineté sont destinés au bien personnel de ceux qui gèrent l'institution ou bien c'est pour des questions qui échappent aux procédures normales, mais de l'intérêt public? Voilà, c'est extrêmement important. Voilà. Les éléments de l'enquête, ces fonds-là sont sortis directement du Trésor et non sur une ligne budgétaire fonds de souveraineté. Ça aussi, il faut le préciser. Voilà. Parce que telle que la procédure a été faite, si effectivement c'était les fonds de souveraineté, que ce soit une question de principe ou pas, il n'y a pas matière à débat là-dessus. Mais il semble que si les poursuites sont faites, c'est parce que c'est des chèques Trésor sur une ligne budgétaire qui n'a rien à voir avec les comptes de souveraineté des différentes institutions de l'époque. Sinon, dans la période, il y a dû avoir des fonds spéciaux pour gérer un certain nombre de choses, mais on n'entend pas de poursuite sur la question. Maître Goïbi, des précisions sur ces éléments-là? Écoutez, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, on est en train de rentrer dans la procédure au fond. Mais je vais dire quelque chose quand même là-dessus. L'acquisition de cette maison a été faite dans la plus grande transparence. Quand on regarde le cheminement de cette sortie d'argent, elle a été faite sur instruction du président de la République, qui a donné donc ces instructions au ministre de l'économie et des finances, paix à son âme, M. Dibi, de prendre contact avec M. Amontano, à l'époque ministre de la Construction, pour trouver une maison pour le Premier ministre, Guillaume Soro. C'est sur cette base-là que cette villa appartenant à un confrère béninois a pu être cédée. Donc, c'est le ministre de l'économie et des finances qui a décaissé ces fonds sur instruction du président de la République avec l'accord du ministre de la Construction pour que cette maison soit achetée. Et cette maison a été achetée à partir des fonds de souveraineté qui appartiennent au président Soro Guillaume. Il s'agit de fonds dont la gestion est à la discrétion exclusive du bénéficiaire. Maître, si vous permettez, puisque les fonds appartiennent au Premier ministre, pour que l'instruction est donnée par le président de la République, M. Guillaume Soro a 5 à 10 milliards qu'il gère sans rendre compte au président de la République. Pourquoi c'est le président de la République qui donne l'ordre pour acheter une maison à 1,5 milliard? Le Premier ministre lui-même dispose d'un budget de souveraineté pour lequel il ne rend pas compte. Il fait des dons, il fait ce qu'il veut. Il peut même donner 10 milliards à quelqu'un, décider de donner à un village. On ne lui demandera pas de compte. Mais pour acheter une maison, c'est le président de la République qui donne des instructions. On se pose des questions. Pourquoi? Ensuite, pendant plusieurs années, M. Guillaume Soro a été au cœur de la République. Il semble que jusqu'à aujourd'hui, la maison ne porte pas son nom. Et c'est dans la procédure, ces derniers temps-là, pour changer la propriété, que des constats ont été faits. On se demande pourquoi il n'a pas pu utiliser sa position toutes ces années pour régulariser une situation qui dure depuis 13 ans au moins.
aussi des questions. Je voulais dire un truc dessus, avant que Maître Meïté peut-être n'embraye sur la question. C'est que, comme on l'a écrit récemment, nous sommes en face d'un problème dont la résolution par la justice ivoirienne va peut-être permettre à la Côte d'Ivoire de faire un bond en matière de gestion des ressources publiques. On parle de fonds de souveraineté. C'est-à-dire qu'un Premier ministre, un président d'institution peut disposer de 5, 6, 7, 10 milliards d'argent public dont il use ou abuse à sa guise sans rendre compte aux citoyens ivoiriens que nous sommes. Et donc, cette affaire de maison de Soro Diop devrait être saisie par toutes les autorités ivoiriennes. Et la justice, en premier lieu. La société civile aussi. La société civile aussi. Les citoyens. Pour qu'on demande des comptes à ceux qui nous dirigent sur ce qu'ils font avec les ressources dont on dit qu'elles sont des fonds de souveraineté. À quoi elles sont destinées? Est-ce que si un président d'institution a 20 milliards de fonds de souveraineté, il peut l'utiliser à sa guise, les transférer sur son compte bancaire privé, et puis après sa fonction, tout cet argent lui appartient? Faire un placement, faire un DAT, un dépôt à terme, négocier des prêts, faire une opération immobilière, s'enrichir. Et le citoyen lambda, lui, devient quoi? Lui qui n'a pas ces possibilités-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc cette affaire devait là, vous faites une ouverture sur un débat dont devrait se saisir la société civile. Moi, je reviens rapidement. Vous voyez l'intérêt de ce dossier, l'intérêt et la préoccupation des avocats de la défense, c'est ça. Si nous commençons par le début à bien faire les enquêtes, c'est-à-dire à respecter les procédures, nous allons arriver à la réponse à cette question. Mon client dit, c'est des fonds de souveraineté, mais c'est à la poursuite de nous dire non, ce n'est pas des fonds de souveraineté, parce que comme le disait Alain Faye, les fonds de souveraineté ne sont pas ordonnés par le président, etc. Donc c'est à partir de cela que l'agent judiciaire du Trésor viendra s'expliquer, le ministre Amontano viendra s'expliquer. Mais pour que cela arrive, il faut que déjà le procureur de la République commence à respecter le b.a.-ba de la procédure. Parce qu'on saute sur le fond alors qu'on lance un mandat d'arrêt. Vous l'avez dit que le principe, c'est l'exception. On n'a même pas encore pris l'identité de l'individu que deux gens lancent un mandat d'arrêt. Et je veux répondre rapidement à mon confrère. Mais c'est dangereux parce que je pense que NCI est une chaîne sérieuse. Moi, je pense même peut-être la plus sérieuse parce que équilibrer le débat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que je vois vraiment pour la Benjamine des chaînes télévisées, mais vraiment c'est une satisfaction totale pour moi. Félicitations à cette chaîne. Donc, quand on est ici, il faut qu'on soit sérieux. La saisine du juge d'instruction est régie par le Code de procédure pénale. Le procureur ne saisit pas directement le juge d'instruction. C'est les civils qui saisissent directement par une plainte avec dénonciation de partie civile. Le procureur, lorsqu'il est saisi d'une plainte, article 51, 52 et suivant, doit à l'obligation, s'il veut donner suite, d'ouvrir une enquête, d'où l'enquête préliminaire. C'est quand les PV lui sont remis. Après lecture, s'il estime qu'il y a lieu de poursuivre, il choisit soit la preuve de flagrant délit ou le juge d'instruction. Vous ne pouvez pas, et M. Meïté, le barreau est une institution sérieuse, vous ne pouvez pas, tu as besoin de gens compétents et de dire la vérité. Vous ne pouvez pas venir dire sur un plateau que le juge d'instruction peut saisir sur une seule plainte, ouvrir information. Ça, je n'accepterai pas. Alors, nous devons passer en revue pas mal de sujets à la faveur de cette émission. Le débat, c'est clair qu'il est passionnant, mais avant de passer à une autre question, Maître Meïté... Avant que vous intervenez, je voudrais rassurer mon confrère. L'argumentaire me dérange un peu. Voici des gens qui disent qu'ils n'ont pas accès à un dossier de la procédure et qui déjà savent ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans. Pour moi, c'est de l'incohérence judiciaire. Première des choses. La deuxième des choses, et je l'ai dit, ils sont avocats de Guillaume Soro, et j'ai rappelé tout à l'heure que Guillaume Soro ne peut qu'être assisté dans le cas de cette procédure. Je suppose qu'ils n'ont pas encore posé d'acte au bénéfice de Guillaume Soro, qui a besoin d'être assisté. La troisième des choses, et vous savez, c'est une habitude de bien d'avocats. On cherche à éviter le débat en invoquant, en fabriquant des écueils de procédure qui n'existent même pas en réalité. Le procureur de la République a saisi un juge d'instruction. Ce qui lui est demandé, c'est un réquisitoire
aux fins d'informer, qui saisit le juge d'instruction. Et c'est sur le fondement de ce réquisitoire que le juge d'instruction se met en branle. C'est ce qui est fait. Quand on me dit qu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire, qu'il n'y a pas eu ceci ou cela, pour des gens qui n'ont pas accès à un dossier, je trouve ça quand même extraordinaire. Alors, je voudrais rebondir sur la question qui a été posée. Effectivement, il y a eu reconnaissance de faits infractionnels à deux niveaux. L'une des avocates de Guillaume Soro, qui est souvent avocate, c'est selon, souvent militante, assistante. Vous faites allusion à Maître Afoussiata Bamba Lamine. A reconnu expressement que l'enregistrement, qui sert d'élément, un élément important de l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État qui est reproché à M. Guillaume Soro, est authentique. Que M. Guillaume Soro a effectivement tenu ses propos. Ce n'est pas discuté. Elle le reconnaît, mais elle indique que c'est dans une tentative d'espionnage. Elle a reconnu que ça existe. Maintenant, le contexte, c'est l'information qui va nous dire dans quel contexte. Mais justement, quand le procureur s'est saisi le juge d'instruction, l'objectif de l'enquête, c'est de former sur les circonstances de l'affaire. Mais il faut bien qu'il y ait une enquête. Et c'est pour cela qu'il est bon, Afousi Baba a été sachant, qu'elle comparaisse. Guillaume Soro, de qui il s'agit, doit comparaître pour que la lumière soit faite. Il a dit tout à l'heure, mon confrère, le juge d'instruction, il informe à charge et à décharge. Donc il s'avérera effectivement que c'est dans un contexte d'espionnage, mais il va lever les pieds. Moi, je veux savoir, maître. Deuxièmement, vous permettez. Deuxièmement, je voudrais dire que sur la seconde infraction, sur le détournement, on dit que c'est un fonds de souveraineté. Et je suis heureux que l'avocat même qui vienne confirmer les dires de son client en disant que c'est M. Laurent Gbagbo, du moins le président d'alors, c'est le président d'alors. C'est cela. Autant pour moi, le président d'alors qui aurait permis du moins ces détournements-là, et que ce serait avec la permission, du moins, l'autorisation du ministre. On aurait facilité la procédure d'acquisition de cette maison. J'ai dit quand même que c'est grave. Vous savez, nous avons une jurisprudence sur la question. Et je voudrais rappeler l'affaire de l'ancien président, directeur général, je crois, d'une structure de la filière café-cacao, Tapedo, qui au cours d'une instance a expliqué qu'il avait donné de l'argent aux éléphants. Je crois 1 milliard. Il avait aussi pris prétexte qu'il avait aidé les étudiants à s'inscrire. Et le juge a lui demandé quel texte vous permet de vous déterminer ainsi. C'est pareil. On dit non, c'est des fonds de souveraineté. Mais justement, comme il a dit le journaliste à la fin, effectivement, des fonds de souveraineté ne sont pas à mettre à la poche de celui qui a la charge, effectivement, de la charge publique. Et je voudrais quand même faire noter que, de même que M. Guillaume Soro, M. Afoussiata Bamba Lamine, M. Goïbi Raoul reconnaissent d'abord, que l'enregistrement est authentique et reconnaissent effectivement que ces fonds ont été détournés par le client. Alors, nous aurons beaucoup de plaisir à poursuivre ce débat dans quelques instants, juste après la pub. Retour sur le plateau de NCI 360. Merci de nous prendre en marche. Ce soir, nous parlons essentiellement de droit, nous parlons de justice, avec deux avocats, Maître Abdoulaye Ben Meïté, l'un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire dans l'affaire Guillaume Soro, et Maître Goïbi Raoul, qui est l'un des avocats également du collectif qui défend Guillaume Soro dans cette affaire donc qu'il oppose à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, Maître Meïté Ben Abdoulaye, les avocats de la défense à la faveur de la conférence de presse qu'ils ont animée en début de ce mois de janvier, indiquaient qu'en sa qualité d'ancien président d'institution, de Premier ministre et de parlementaire, seule la Haute Cour de justice a compétence de juger Guillaume Soro si infraction il y a. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, il faut faire un peu attention. Je pense que, et je voudrais même conseiller plutôt à mes excellents confrères, dans l'analyse, de prendre un peu de recul. Depuis les différentes constitutions de la Côte d'Ivoire, la Haute Cour de justice existe dans toutes les constitutions, formellement. Elle n'a jamais été mise en place. Et je voudrais leur rappeler qu'au terme de notre constitution actuelle, il est indiqué clairement que les institutions de la République continuent, les anciennes institutions présentes,
continueront auront compétence pour les matières de leur ressort jusqu'à la mise en place des autres institutions. Et vous avez l'institution judiciaire de droit commun. En entendant la mise en place de la haute cour, c'est justement cette institution qui est compétente pour juger toute personne qui est poursuivie pour des infractions de ce genre. Aucun État ne peut admettre l'impunité. Et je voudrais indiquer que M. Guillaume Soro est poursuivi pour des faits, pour deux infractions, entre autres. Des infractions d'atteinte à la sécurité de l'État et l'infraction de détournement du denier public et de recel du denier public. Comment vous comprendrez ou bien vous expliquerez à nos populations que M. Guillaume Soro, en dépit de ces infractions aussi importantes, aussi graves, ne soit pas poursuivi, qu'il n'y ait pas de juridiction pour le poursuivre? Mais ça ne répond à aucune logique de droit. Et c'est justement, et même à titre d'exemple, avant l'avènement des tribunaux de commerce, en dépit de la prise de la loi qui régissait les tribunaux de commerce, vous avez dû noter que les tribunaux de droit commun continuaient justement de connaître des affaires qui relèvent de cette juridiction-là, jusqu'à la mise en place des tribunaux de commerce. Dans des juridictions où il n'y a même pas de tribunaux de travail, vous avez dû remarquer effectivement qu'il appartient à ces juridictions de droit commun de connaître ces matières spéciales. Le principe en matière judiciaire, c'est que toutes les matières sont jugées par les tribunaux de droit commun. Exceptionnellement, lorsque la loi dispose autrement, que des affaires particulières relèvent d'une certaine juridiction. C'est le cas de la haute cour. En entendant la mise en place de la haute cour, il appartient justement à nos tribunaux, du moins à l'institution judiciaire, de connaître de ces genres d'infractions. Donc on ne peut pas parler d'incompétence sur la question. Maître Goïbi, comment vous réagissez? Oui, mais mon sentiment est un sentiment de déception. Non, franchement, attends, Maître Meïté est en train de nous dire qu'aujourd'hui, le président de la République, s'il commet une infraction, peut être jugé comme le citoyen lambda. Parce que la haute cour n'est pas encore mise sur pied, elle n'est pas fonctionnelle. Mais c'est grave. C'est grave. Écoutez, la Constitution, qui est la norme supérieure, la loi fondamentale. La loi fondamentale a décidé que le président de la République et les membres du gouvernement, lorsqu'ils commettent des fautes, ne sont justiciables que devant la haute cour. D'ailleurs, la loi organique sur la haute cour a été faite, elle a été publiée par le JO, le journal officiel. Il ne reste plus qu'à mettre en place son fonctionnement. Mais ce n'est pas vrai ce que M. Meïté dit, en disant qu'en entendant, on peut faire avec le droit commun. Mais ce n'est pas vrai. Où il sort ça? Quel texte le dit? Nulle part. Sur cette question, je voudrais être clair avec vous, qu'ils prennent la jurisprudence de M. Mori Ferré Bamba. M. Mori Ferré Bamba, en qualité d'ancien ministre, il y a une jurisprudence. Il a fallu que ce soit la Cour de cassation qui décide de l'opportunité de sa poursuite et désigner le tribunal. C'est des procédures qui existent. Alors prenons le cas de Guillaume Soro. Pourquoi je dis que nous sommes franchement, je vais dire dans le mysticisme. Parce que ce que fait le procureur de la République, pour moi, ça relève du mysticisme, du fétichisme. C'est du maraboutage juridique. C'est hors de raisonnement. Guillaume Soro a 4 protections. Il est ancien Premier ministre. C'est seule la haute cour qui a compétence pour le juger. Seule la haute cour, en sa qualité d'ancien Premier ministre. Est-ce qu'on peut poser quand même cette question? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. Il a posé une question, il a dit qu'il ne trouvait pas la source du texte que j'avais invoqué. Je voudrais rappeler à sa souvenance les dispositions pertinentes de l'article 181 de notre Constitution qu'il invoque. Et cette disposition est, on ne peut plus claire. Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. L'article 181 de la Constitution présentement en vigueur. C'est en conséquence de cette disposition que j'estime que les juridictions de droit commun sont parfaitement compétentes pour connaître de toute matière qui relève l'effectivement d'une question infractionnelle comme celle-là. Oui, à la fin. Au-delà des questions juridiques qui sont purement juridiques, intéressantes, nous, en tant que journalistes observateurs, nous posons des questions. Lui pose une question de principe, lui pose une question d'opportunité.
Moi, en tant que journaliste, c'est de savoir les principes commencent quand. Puisque nous tous, nous sommes les témoins de l'instant, nous savons que ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire qu'un ancien Premier ministre, qu'un ancien président de la République, qu'un député, qu'un ministre est poursuivi. Laurent Gbagbo a été poursuivi sans haute cour de justice. Afingue Saleh en prison sans haute cour de justice. Bombay a été poursuivi en 1999 sans haute cour de justice. Ses avocats ont évoqué ça. Moi, je veux savoir pourquoi depuis toutes ces années, puisque les avocats changent de position, pourquoi les avocats de Côte d'Ivoire n'ont jamais fait une grève pour dire désormais on ne travaille plus tant que la Cour de justice ne se met pas en place pour juger les gens. Aujourd'hui, on évoque le cas de M. Guillaume Soro, mais Afingue s'en fait la prison ici. Laurent Gbagbo, il était à Korogo, il n'y a pas eu haute cour de justice. Il est parti à La Haye, il n'y a pas eu haute cour de justice. Bombay en 90, soupçonné de détournement. 99. En 99, briser une carrière présidentielle, un destin, une ambition. On a brisé sa carrière politique pour des soupçons sur 200 millions ou 1 milliard qu'il n'a pas eu. C'est un homme intègre, M. Bombay. Mais voici ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Je suis heureux qu'il pose la question. Mais si tel est le cas, il faut que les avocats de Côte d'Ivoire, si c'est vrai, prennent leurs responsabilités historiques vis-à-vis de tous les cas. Et non de M. Guillaume Soro aujourd'hui. Ce qu'elle a fait dire est d'autant plus important que les citoyens lambda ne comprendraient pas que dans un même pays, régi par les mêmes lois, vis-à-vis desquelles nous sommes censés tous être égaux, qu'il y en ait qui aient des pouvoirs exceptionnels et qui peuvent se permettre tout. Et comme il n'y a pas de haute cour de justice, on ne peut pas les juger. Et donc, dans le même pays, il y a un groupe de citoyens qui, eux, sont totalement irresponsables vis-à-vis de la loi pénale. Première chose. Deuxième chose, il y a eu des cas. Quand on parle des députés, d'autres on n'a pas levé l'immunité et qu'on a mis en prison. On en arrive tout à l'heure. D'accord. Le ministre Adjoumani, qui est encore dans ce gouvernement, a été jugé dans ce pays, condamné avec suicide, alors qu'il était député. On n'a jamais levé son immunité. C'était en 2006 ou 2007, je ne sais plus. Mais ça s'est passé sous le régime Gbagbo Laurent. Il y a même un juge qui a refusé de le condamner sans qu'on ait levé son immunité. Ce juge a été mis de côté, un autre tribunal a été constitué et est venu juger et a condamné. Bon, donc quand on a ces reculs-là, quand les problèmes se posent, il faut qu'on rassure les Ivoiriens que nous sommes quand même tous égaux devant la loi et que même si on a occupé des postes essentiels, dès l'instant où les juridictions en question ne sont pas encore mises en place, il faut que la loi qui est en vigueur s'applique à nous tous au même niveau de sanctions. Sinon, on serait tous en danger. Autre question qui a suscité beaucoup d'intérêt et de passion à la faveur de cette affaire Guillaume Soro, c'est bien sûr la levée de l'immunité des parlementaires qui ont été arrêtés dans la foulée de l'émission du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. À ce sujet, le procureur de la République également a donné des précisions. Je vous propose d'écouter le procureur Ado Richard. Il faut dire qu'au thème de la Constitution, le député a deux régimes pour ce qui concerne les infractions. L'article 91, qui parle du premier régime, parle de l'irresponsabilité du député. C'est-à-dire qu'aucune poursuite ne peut même pas être commencée contre un député pour les propos qu'il tient à l'Assemblée, pour les votes qu'il émet et autres. Ça, c'est l'irresponsabilité parce qu'on ne peut même pas commencer une poursuite. À côté de cela, il y a l'inviolabilité qui concerne toutes les actions, toutes les infractions que le député peut être amené à commettre en dehors de l'hémicycle. Mais ces infractions-là, pour qu'elles soient poursuivies, il faut que ce soit en flagrant délit. En cas de flagrant délit, on n'a pas besoin de lever une immunité. L'article 92 est clair là-dessus. Et c'était des cas de flagrance. Donc j'ai toujours indiqué aux uns et aux autres qu'il faut toujours se dire qu'il y a deux régimes. L'irresponsabilité, on ne peut pas poursuivre. Et puis l'inviolabilité lorsque ce sont des infractions qui ont été commises en dehors de l'hémicycle et surtout lorsqu'il y a un cas de flagrance. Et dans le cas d'espèce, quels sont les éléments qui ont constitué la flagrance? Oui, la flagrance, en fait, c'est l'infraction qui est en train de se commettre. C'est ça. Et comme je vous l'ai indiqué, ce n'est même pas moi qui l'ai dit
dans la bande. Dieu merci, le procureur a été conforté quand par la suite on a dit que la banque était authentique. Mais c'est un processus qui avait débuté et qui se poursuivait. Le procureur n'allait pas attendre qu'il y ait des morts avant de commencer à poursuivre, avant de commencer à constater l'infraction. Mais il faut le retenir. Le procureur poursuit. Il confie à un juge d'instruction de continuer la poursuite. Tous les actes tendant pour les avocats à mettre hors de cause leur client doivent être présentés au juge d'instruction. Le procureur Ado Richard était l'invité de NCI 360 il y a quelques jours. Il s'est donc prononcé, on vient de le voir, sur la levée de l'immunité des parlementaires, des députés qui ont été arrêtés. Maître Goïbi, lors de la conférence de presse que vous avez animée, vous et l'ensemble des membres du collectif des avocats de Guillaume Soro, vous avez indiqué que l'immunité n'avait pas été levée, ce qui n'était pas normal. Comment vous réagissez à cette précision faite par le procureur de la République? Tout à fait. Alors, donc, en matière de poursuite contre des députés, il faut distinguer le cas de flagrant délit et le cas où il n'y a pas flagrant délit. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a eu flagrant délit, comme l'indique le procureur de la République? Pas du tout. Vous voyez vous-même que vous lui avez posé la question de savoir qu'il définisse ou bien qu'il donne le cas de flagrance en la matière. Ce que nous savons, le procureur de la République part d'une bande sonore. Et lui-même dit, je n'ai pas la date, je n'ai pas le lieu, mais toute la procédure de l'article 77 en matière de flagrant délit repose sur la date. On dit il y a flagrant délit lorsque le fait est en train de se commettre. Mais il indique que la probable insurrection était en train de prendre forme, de se commettre. C'est ce qu'on le dit. En train de se commettre comment? On arrête des députés après qu'il y ait un communiqué du député Alain Lobognon pour expliquer les raisons pour lesquelles Soro Guillaume n'a pas atterri. Parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer qu'il y a flagrant délit, il faut démontrer. La flagrant délit, ce n'est pas une présomption, il faut démontrer. En quoi cette infraction est en train de se commettre? Ils sont poursuivis pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire qu'il faut un commencement d'exécution. Il faut un commencement d'exécution qui est un acte sans équivoque qui démontre de façon irrévocable que l'individu veut commettre. Et pour vous, il n'y a pas commencement d'exécution? Mais il n'y a que, si on veut s'arrêter, il n'y a qu'un projet. Et lui-même, il dit le coup d'État projeté. Mais en matière pénale, et je le dis sous le contrôle de Maître Meïté, la simple intention criminelle n'est pas sanctionnée. Même pas les actes préparatoires. L'intention même n'est pas... Même les actes préparatoires, il faut un commencement d'exécution qui nous donne l'élément qui a permis de stopper l'action, parce que le commencement d'exécution s'arrête par un événement indépendant de la volonté de son auteur de commettre l'infraction. Quel est l'acte qui a pu bloquer le processus? C'est ça, quand on parle de tentative. Voilà, on est au stade du projet criminel qui n'est pas punissable. Même les actes préparatoires, je vous le dis. Moi, je me lève aujourd'hui, excusez-moi, je dis, je veux perpétrer un crime contre M. Alafé. Et puis... Il est un tiers. Ah, c'est clair qu'il est un tiers. En plus, il est à côté de vous. Et puis, je le dis en public. Ah non, 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 moi, au meeting de M. Alafé, moi, je vais venir, je vais le poignarder. OK. Et puis le matin, non. C'est le projet est criminel. Oui. C'est juste une pensée criminelle. Je m'en vais au marché. Je m'en vais au marché le jour du meeting. J'achète un couteau. Et on m'arrête à la sortie du marché. Ça s'appelle un acte préparatoire. Ce n'est pas condamnable. Ce qui est condamnable, c'est la tentative d'exécution. Mais pourquoi attendre qu'il y ait tentative? Mais justement, j'arrive au meeting, par exemple, je suis armé de ce couteau, et au moment où je suis en train d'enlever courir, par exemple, pour aller sur le podium, on m'arrête. Là, c'est un acte impliquant sans équivoque l'intention de commettre. Et ils sont poursuivis pour tentative.
Alors, le procureur de la République ne peut même pas oser parler de flagrance délit relativement à cette infraction. Il faut donc qu'il y ait, pour qu'il y ait tentative, un commencement d'exécution qui a été stoppé. Donc, après cela, il y a tentative quand l'infraction vient de se commettre. Elle n'a jamais été commencée. Et puis, c'est la clameur publique qui vous arrête avec des indices. Donc, l'histoire de flagrant délit, le procureur de la République emploie ça simplement parce que la loi lui dit, en cas de flagrant délit, je ne passe pas par la levée de l'immunité. Non, c'est tout simple. Bon, écoutez, je ne vais pas passer, je dis à flagrant délit. J'ouvre information, on n'a pas besoin de l'immunité. Mais non, monsieur le procureur. Vous ne poursuivez pas des gens... C'est pas lui le procureur. Non, c'est clair, c'est évident. Vous ne poursuivez pas des gens pour des faits. Et s'il vous plaît, le président Guillaume Soro vous dit, lui au moins, il vous donne une date. Vous ne savez pas, monsieur le procureur, la date. Mais lui, il vous dit c'est 2017. Mais en ce moment-là, si vous n'avez pas d'autre date, on part de là. Donc, vous voyez, c'est un raccourci. Et le procureur, il prend, il dit, je le poursuis pour des cas de flagrant, je n'ai pas besoin d'élever son immunité. Sans toutefois nous dire en quoi cette tentative a eu un commencement du début d'exécution. Donc, pour moi, il n'y a même pas lieu de viser les titres de flagrant délit. Il fallait saisir le bureau de l'Assemblée. Et s'il vous plaît, ce monsieur est très malin. Parce qu'il a fait. Vous parlez de qui? Du procureur. Parce qu'il a saisi le bureau. En même temps qu'il a ouvert information, nuitamment, il saisit le bureau. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, mes confrères sont en train de plaider à la Cour de cassation parce que le procureur Adou, justement dans cette affaire, a saisi la Cour de cassation en respect des statuts de l'ancien Premier ministre, ministre de Soro Guillaume et de l'ancien chef d'institution. Et pendant qu'il a déjà décerné le mandat d'arrêt, pendant qu'il a déjà placé des gens sous mandat de dépôt, pendant qu'il a déjà ouvert information, c'est maintenant, dans le secret le plus terrible, il saisit. Mais quels sont les actes qu'il a fait avant? Alors que cette saisine annonce le début des poursuites. Parce que c'est la Cour qui ce soir va nous dire s'il y a opportunité ou pas. Donc, lui, il a déjà mis tout le monde aux arrêts, il a déjà lancé ses mandats. Et quand les avocats viennent lui dire, vous avez erré, c'est en ce moment-là qu'il saisit maintenant la Cour qui va venir. Je termine, s'il vous plaît. Allez-y. Il saisit cette Cour, la plus haute Cour de notre juridiction. Il l'a saisie pour venir entériner l'arbitraire. Mais vous pensez que c'est le rôle de la Cour? La Cour est là pour sanctionner l'arbitraire, pas pour la cautionner. Et nous sommes maintenant devant. En ce moment-là, que vaut les premiers actes? Mais s'il était courageux, il restait dans sa procédure de juge d'instruction. Il nous amène, vous voyez, c'est de la diversion. Mais oui, elle a fait, rapidement. Mais le procureur a reconnu qu'il peut se tromper et que c'est au rôle il de ne la doit justice pas se des tromper. juges. Non, qu'il poursuit, que c'est au rôle des juges de le recadrer. Est-il possible que la haute cour dise les choses comme vous le souhaitez? C'est possible? Et en ce moment, on arrête tout? Mais le problème, c'est que devant la haute cour, nous aurons dit à la haute cour, commencez avant même que vous commencez. Oui, mais c'est pas grave, mais on peut lui dire d'arrêter, parce que même l'Assemblée nationale peut lui dire d'arrêter les poursuites contre les députés. Par exemple, même si c'est un flagrant délit, il semble que c'est possible. Oui, l'Assemblée nationale peut demander la suspension des poursuites. Monsieur Alafé, quand vous venez dire que le procureur de la République vient pour dire « je peux me tromper », il se moque des Ivoiriens. Le procureur de la République est un juriste, il ne doit pas se tromper. Il s'agit de liberté des gens. D'accord, très bien. Maître Meïté, vous êtes au courant de toutes ces initiatives du procureur de la République qui a saisi la plus haute juridiction. Oui, on a vu vous êtes informé? Je retiens un autre aveu et qui va certainement faire plaisir à M. le procureur. La défense de M. Guillaume Soro et autres reconnaît qu'il y a des éléments qu'il qualifie d'actes préparatoires. Revenant effectivement sur l'enregistrement. C'est tout à leur honneur. Ils disent que l'enregistrement ne peut être considéré qu'à titre d'acte préparatoire, de sorte qu'il ne peut pas donner lieu à poursuite pénale. Voici un peu la thèse que j'ai retenue dans ces déclarations. Donc, de ce point de vue, les députés concernés ne pourraient être poursuivis parce qu'ils n'ont pas un lien direct avec cet acte préparatoire que constitue l'élément sonore. Je voudrais indiquer, au regard de cette déclaration, qu'il me semble que les avocats de la défense n'ont jusque-là pas compris la logique de M. le procureur.
Quelle est cette logique? Monsieur le procureur de la République indique, et je pense que nous, en tant qu'État de Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord avec cette démarche, que les déclarations qui sont contenues dans l'audio que chacun a eu effectivement à écouter font état d'un processus pour mettre en œuvre l'atteinte à la sûreté de l'État. Premièrement, il fallait discréditer assurément toutes les institutions. La République, le président de la République. Il fallait discréditer le gouvernement. Et vous avez dû remarquer que depuis sa démission, M. Guillaume Soro ne s'adonne qu'à des actes de discrédit. En Côte d'Ivoire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cet acte de discrédit ne peut pas constituer un projet. C'est dans le processus d'exécution de sa démarche d'atteinte à la sûreté de l'État. Et vous avez dû remarquer en même temps qu'à la date de son retour avorté, avant même que l'avion n'atterrisse, il y a eu d'abord un tweet de son perroquet qui est en France, je crois que c'est un certain Yamsi, qui a déclaré que Guillaume Soro a été empêché d'atterrir. Avant même. Et au même moment, mon cher collègue Alain Lebognon indiquait que Guillaume Soro a été empêché d'atterrir, qu'il n'aurait pas eu d'autorisation. Mais quand vous mettez tout ça ensemble, ça participe d'une stratégie de discrédit des institutions. Mais c'est justement ce qui est l'infraction. Parce que ces actions n'étaient plus des actes préparatoires, mais c'était la mise en œuvre du processus d'atteinte à la sûreté de l'État qui devait se terminer par une insurrection militaire. Parce qu'il a dit, il a la télécommande. Il a dit, il a la télécommande, les hommes sont prêts. Qu'allait-il advenir, M. Guillaume Soro, qui descend à Abidjan? La République reste silencieuse, mais cette insurrection allait avoir lieu. Vous avez vu la preuve, il y a des armes qui ont été déjà présentées, mais qui pour nous relèvent de la vérité, parce qu'il y a une perquisition sur la question. Mais je ne voudrais même pas rentrer dans ce débat, mais je voudrais indiquer qu'il ne s'agit pas d'acte préparatoire, il s'agit effectivement d'un commencement d'exécution qui a été arrêté par la vigilance des autorités publiques. Et je pense qu'on ne peut pas distraire l'opinion avec des propos tendant à faire croire qu'il s'agit d'actes préparatoires. Et s'agissant des députés, c'est dommage parce que c'est des collègues députés, c'est des collègues, mais je voudrais indiquer que les avocats de la défense ont toujours fait une lecture étriquée des dispositions qui régissent les députés. J'avais pour preuve la question des députés Alain Lebognon qui avait été présenté devant le juge en matière de flagrant délit, relativement à un tweet qui avait été posé. Et je suis même surpris que mon confrère me donne l'information comme quoi le procureur de la République aurait saisi le bureau de l'Assemblée nationale d'une certaine demande, ce qui ne relève pas de la vérité. Vous savez, il faut faire attention. Il ne faut pas intoxiquer nos concitoyens. Il faut rester avocat. Je pense qu'en restant avocat, on reste détaché de la procédure. On apprécie les choses dans l'intérêt de son client, mais on ne le fait pas à travers la manipulation des masses. Mais je pense que le peuple ivoirien est quand même assez mature aujourd'hui pour faire la différence entre le vrai... Maître Goïbi, les avocats de la partie civile de l'État de Côte d'Ivoire estiment que la bande sonore est un document compromettant. Vous, de votre côté, notamment vous, membre du collectif des avocats de Guillaume Soro, appuyé par Maître Afoussiata Bamba-Lamine, qui, dans des circonstances, est porte-parole de Guillaume Soro, estime que c'est le fruit d'un espionnage. Oui. Et qu'elle diffuserait la suite de cet audio à dose homéopathique. Bon, cela fait quelques semaines aujourd'hui. Ce sera quoi la suite? On aura droit à entendre, à écouter vous voyez, nous travaillons de façon méthodique. Pour l'instant, nous sommes dans le cadre des procédures, du respect des procédures et du respect des droits de liberté des citoyens que sont nos clients. Quand nous allons arriver au fond, nous allons aller maintenant sur les éléments de culpabilité. Qu'est-ce que vous voulez? Comment peut-on faire un coup d'État sur la base d'une bande sonore que nous avons déposée à toutes les chancelleries depuis 2017? Ça aussi, il faut le prouver. Il faut prouver que vous avez déposé aux chancelleries. Le président Soro l'a dit à haute intelligence, mais les chancelleries existent. On ne dit pas des choses de cette envergure. On ne dit pas qu'on l'a donné secrètement. Ça a été donné. Ces éléments seront prouvés pour vous montrer déjà
qu'en le disant, et ces chancelleries existent, elles démontreront que c'est faux ou c'est vrai, mais en le disant, c'est parce qu'on sait qu'on peut rapporter la preuve. Absolument. C'est quand même trop flagrant de le dire. Quand il le dit, le président et lui en ont parlé, ça encore, on peut en discuter, mais je l'ai déposé dans les chancelleries, je vous apporterai les décharges. Donc, depuis 2017, le coup d'État, ça part d'un complot, c'est dans le secret. Mais ce que je voudrais dire, il faut que, si aujourd'hui la qualité de député de mon confrère fait qu'il commence à oublier les règles de procédure, parce qu'il est plus occupé à activités parlementaires, mais il faut que là-bas, il s'occupe vraiment des activités parlementaires. Parce que le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il a reçu une demande au fin d'élever l'immunité parlementaire du procureur de la République et qu'il sait que la demande est sur son bureau en train de traitement et que quand ça deviendra à ce niveau, il saura comment se prononcer. Nous, les avocats, on l'a saisi aussi, dans le même cas d'après son discours, d'une demande au fin de ne pas lever cette immunité pour que les procédures soient jointes. Mais je suis étonné, Maître Méïté, que vous, qui vous êtes vanté tout à l'heure d'être membre du bureau, vous n'avez pas cette information. C'est trop grave. Alors, on va aborder une autre question, si vous le voulez bien. Il a dit... Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais quand même... Oui, allez-y, réagissez. Je vais apporter quand même... Maître Méïté. Vous faites un communiqué, mais pas une interview. Non, il y a eu un communiqué. Voilà, vous avez non, s'il vous plaît. Il a dit que l'Assemblée nationale a été informée. Exactement. Et qu'elle est saisie de la question. Exactement. Elle a été informée de... Exactement. Alors, on va parler chacun Merci. à son Vous savez, tour. Elle était introduite. Vous savez... Vous allez parler chacun à son tour, s'il vous plaît. Maître Méïté, allez-y. Je n'ai pas reçu mandat de parler au nom de l'institution. Je suis là en qualité d'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais inviter mes confrères à éviter l'intoxication d'informations. Et je le dis, je le répète. Et je suis heureux que le journaliste Alafé le relève. Effectivement, le procureur de la République, il a même fait une déclaration sur la question. Le procureur de la République a informé l'institution parlementaire. Informer les institutions parlementaires. De quoi? De ce que des députés sont concernés par une poursuite pénale. Et le président l'a dit, et le président de l'Assemblée nationale l'a dit, effectivement, les avocats des inculpés ont saisi l'institution. Je crois qu'il y a un groupe parlementaire qui a également saisi l'institution. Mais aucunement, le procureur de la République n'a saisi l'institution parlementaire d'aucune demande. Il a relevé, il s'agissait d'une information. Donc je pense que c'est lui qui n'est pas au fait des informations. Mais je voudrais aussi surtout souligner, et vous permettrez, que cette procédure des députés, il faut que la défense fasse un peu attention. L'analyse qui est faite autour. Les députés en question sont poursuivis pour des infractions d'atteinte à la sécurité de l'État et autres. Ils ont été pris en flagrant délit sur le procureur, mais s'ils estiment que la procédure de flagrant délit n'est pas en l'état concerné, il leur appartient effectivement de faire les procédures idoines. Parce que j'ai le sentiment que c'est devenu du vuvuzela médiatique. Vous êtes avocat, vous avez des clients qui sont inculpés, qui sont en détention. Vous ne saisissez pas, vous ne faites pas les voies de recours, vous vous pavanez dans la presse. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, le procureur estime qu'il s'agit de flagrant délit. J'en ai pour preuve. Nous avons eu à défendre des députés dans ce cadre-là. Nous avons eu la chance d'avoir la défense du député du groupe parlementaire PDC à l'époque, qui avait été poursuivi, vous êtes au fait, pour des flagrants délits. J'avais estimé qu'il n'y avait pas de flagrant délit. J'avais estimé qu'il n'y avait pas de flagrant délit. Et j'attendais que mon client soit présenté devant un juge, une juridiction de jugement, pour pouvoir débattre de la question. Ce n'est pas dans la presse. Ce n'est pas la presse qui va dire s'il y a flagrant délit ou il n'y a pas. C'est justement dans le cadre présent, ils savent les voies de recours. À moins qu'il veut qu'effectivement je leur donne un coup de main. Mais finalement, votre client a été relaxé suite à la demande de l'Assemblée nationale. Mieux. C'est l'Assemblée nationale qui a demandé la demande de l'Assemblée nationale. Nous avons eu à dire. Sur cette demande de l'Assemblée nationale, nous avons eu à dire effectivement qu'aucunement. Et nous avons relevé effectivement par rapport à M. Le Bognon. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau conduit par M. Guillaume Soro, qui avait pris un arrêté laconique pour voler au secours de son ami Alain Le Bognon, ne pouvait pas valoir l'espèce. Et je pense que la Cour d'appel, dans la décision qui a été rendue contre Alain Le Bognon, a suivi ce moyen que nous avons toujours défendu. Mais à l'époque, pourtant, le tribunal avait écouté le bureau. Le tribunal n'avait pas statué sur la question.
Parce que mon client n'avait pas été traduit devant le juge. Maître Goïbi, vous vouliez réagir? Il avait été libéré avant. Sur cette question, déjà, je vais expliquer. Je suis un peu surpris que mon confrère se soit présenté comme avocat de l'État de Côte d'Ivoire dans cette procédure. Je suis un peu surpris parce qu'il ne connaît pas le dossier. S'il connaissait, s'il était à l'allemand, je pense qu'il est plutôt venu ici pour faire plaisir aux militants du RDR qui l'ont élu. Mais sinon, s'il connaissait le dossier, il allait savoir que nous avons fait une requête aux fins d'abandon de poursuite et de déclinatoire de compétences. Donc, il ne connaît même pas le dossier. Je ne sais pas vraiment en quelle qualité il est ici. Donc, pour revenir, en plus, il nous parlait tout à l'heure, je vais parler rapidement d'incohérence et que nous violons le secret. Non. Notre conférence, nous l'avons faite sans qu'on ait accès au dossier. Il a fallu qu'on supplie et qu'on crie notre ras-le-bol pour que le dossier nous soit remis. Il n'a seulement pas 72 heures. Et vous avez bien de supplier pour avoir des dossiers? Pour les avocats? Vous avez bien de supplier pour avoir des dossiers? Par effraction, non, je vais demander. Vous avez supplié un avocat qui n'a pas accès à un dossier. C'est une violation des droits de son client. Il lui appartient de saisir la juridiction supérieure à l'effet d'avoir ses droits respectés. Ce n'est pas des supplices, ce n'est pas effectivement de la demande. Mais je supplie quand même. Et vous lui connaissez un dossier alors que vous êtes supplié pour des avocats pour avoir droit à des dossiers d'une procédure dans laquelle vous êtes constitué. Mieux, il dit je ne connais pas le dossier. Mais justement, il ne m'appartient pas de parler du fond du dossier. C'est eux, depuis qu'ils crient pour dire que leurs droits ne sont pas respectés. Leurs clients bénéficient d'une certaine immunité. Mais je leur rappelle, s'ils estiment que les droits de leurs clients ne sont pas respectés, conformément effectivement aux textes qui régissent les droits et libertés en Côte d'Ivoire, en relation avec les différents traités qui ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire, il leur appartient de mettre en œuvre les recours juridiques nécessaires. Je leur demande seulement de respecter la procédure. Donc je parle en tant qu'avocat et je dis que c'est justement par rapport à leurs propos que j'ai intervenu. Voilà. D'accord. Alors, on fera. Non, vous allez avoir la parole. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole tout de suite. Je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais qu'on descende un peu la tension qui s'est emparée de ce plateau, parce que l'idée, justement, c'est de permettre à nos téléspectateurs de comprendre cette affaire Guillaume Soro, toutes les procédures autour. Donc chacun ici aura son tour de parole. Maître Goïbi, allez-y. Je veux dire, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, absolument. C'est leur client qui est en cause. Bien sûr, absolument. Absolument. C'est leur client qui est inculpé. Je ne suis pas d'accord. Et leur appartient de défendre leur client. Maître Meïté, merci beaucoup. Vous aurez la parole tout à l'heure. Maître Goïbi, allez-y. Je ne suis pas d'accord lorsque le confrère me dit qu'il parle en tant qu'avocat. Parce qu'un avocat... Maître Goïbi, on évitera d'en faire un débat personnel. Un avocat, il se plaint de ce que le juge d'instruction refuse de donner le dossier. Ça, c'est le principe. Il se plaint comment? Il se plaint comment? S'il vous plaît. Non, mais il faut que vous... Maître Meïté. Maître Meïté, permettez à Maître Goïbi de finir, vous allez rebondir. La réaction naturelle d'un avocat, quand on est en face d'un juge d'instruction qui refuse de mettre les dossiers à la disposition de la défense... Vous affirmez qu'il y a eu un refus? Mais on n'est pas... La procédure a commencé le 23. Le procureur de la République a donné toutes les pièces du dossier à la salle des pas perdus aux journalistes. Pendant ce temps, on nous donnait des rendez-vous sur des rendez-vous. C'est seulement après avoir écrit aux différentes chancelleries pour expliquer que voici la situation. Et après avoir fait nos requêtes au président et au juge d'instruction, pour lui dire, mais écoutez, vers la fin, il faut qu'on ait le dossier qu'on nous donne. Mais moi, ce qui me surprend, au lieu de nous demander ce que nous devons faire, il doit plutôt s'offusquer de l'attitude du juge d'instruction. Parce que pour un avocat, c'est de dire, ah bon, on ne vous met pas le dossier à disposition, mais il en prend goût. Et lui, bon, c'est normal, on peut passer là-dessus, faire ceci. Ça, ce n'est pas un avocat qui parle. Alors, pour continuer, je vais vous dire une chose. Très rapidement, allez-y. Lobognon est ancien ministre. Et en sa qualité d'ancien ministre, Lobognon bénéficiait d'une protection. Et cette protection voudrait qu'il soit jugé au même titre qu'un magistrat. Il n'était pas seulement député, il était ancien ministre. Et il a la même protection que les magistrats. Donc il doit suivre la procédure du titre 9 de la loi du Code pénal qui vise les articles 684, 685 et suivants. Qui dit que pour que Lobognon soit jugé, il faut absolument qu'on saisisse la Cour de cassation qui, elle, apprécie en assemblée plénière l'opportunité de poursuite. C'est ce qui s'est passé pour Maurice Ferré Bamba.
Quand le procureur a voulu arrêter Maurice Ferré-Bamba dans les mêmes conditions, lorsque il y a eu donc la même réaction, il a été interpellé. Il a saisi la Cour de cassation. Et c'est comme ça que la Cour de cassation a annulé sa procédure et pour dire non, nous sommes compétents. Il est ancien ministre, voilà comment ça se passe. C'est la même chose pour Soro Guillaume, ancien ministre de la Défense. Il bénéficie de cette protection. C'est la même chose pour Soro Guillaume, ancien chef d'institution. Que ce soit en flagrant délit ou pas, que ce soit en flagrant délit ou pas, il est député. Mais en tant que ancien chef d'institution, l'institution primatorale et l'institution chef et président de l'Assemblée nationale, seule l'Assemblée nationale peut, en session plénière, à la majorité absolue, décider si oui ou non on peut lève poursuivre. l'immunité. Non, même pas l'immunité. On peut poursuivre un ancien chef d'institution. Et pour que cette assemblée soit saisie, il faut que ce soit le procureur général qui saisisse le bureau. Et quand le procureur général saisit le bureau pour un ancien chef d'institution, le bureau se réunit. Quand le bureau décide de poursuivre, on revient à la procédure que j'ai dit tout à l'heure des anciens ministres, donc la Cour de cassation qui va régler. Toutes ces procédures-là, vous pensez que le procureur doit le droit de les ignorer? Vous venez dire, moi je peux me tromper? Non, c'est sciemment. C'est une question que vous adressez à Maître Meïté Abdoulaye. On va faire un dernier tour de table sur cette question avant de passer à un autre sujet. Allez-y. Pour revenir en arrière un peu, vous permettez, il y a le sentiment que M. Guillaume Kibafori-Soro et ses avocats aiment bien les chancelleries. M. Guillaume Soro dit qu'il a déposé la bonne aux chancelleries. Voici une personne qui fait l'objet d'un complot. La réaction des citoyens normales, c'est quoi? C'est de dénoncer l'espion. Ce n'est pas dans la chancellerie. On dénonce un complot, un acte illégal. Lorsqu'on en a connaissance, on dénonce au procureur de la République. Il a dit que c'était en 2007. Je suis bien ça, 2017. En 2017, il était un homme puissant. Tout fait qui le concerne devait quand même retenir l'attention effectivement des autorités de poursuite. Il ne va pas voir le procureur. Il ne dénonce même pas. Il va dans les chancelleries. Non, il dit qu'il allait voir le président de la République. Non, attendez d'abord. Il a dit que il a déposé dans toutes les chancelleries. Voici une personne qui revendique la Côte d'Ivoire, un pays libre, un pays indépendant, qui se promène dans les chancelleries. Mieux, ses conseils également. Ils disent non, nous avons voulu avoir le dossier à disposition. On nous a refusé d'avoir le dossier à disposition. Nous avons saisi les chancelleries. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Moi, avocat, je demande au juge de me mettre à disposition un dossier. C'est mon droit. Dès lors que je suis constitué au bénéfice de mon client. Verbalement, si je lui dis qu'il ne fait pas, je lui ai écrit. C'est une demande, une requête, pour qu'il prenne une décision à mettre le dossier. Parce que le juge peut refuser. Lorsqu'il estime que le contenu du dossier ne peut pas permettre à l'État que le dossier soit mis à la disposition, effectivement, des conseils pour telle mesure d'instruction. Ça peut arriver. En ce moment, il rend une décision motivée. À vous de faire s'il ne réagit pas. Il vous appartient de saisir la chambre d'instruction. Mais ça ne se passe pas dans la chambre. Voilà pourquoi je dis, contrairement à ce que lui dit, que non, ce n'est pas le rôle d'un avocat, je dis, mais c'est moi, je suis plutôt avocat. Eux, ils sont habitués, effectivement, des palais, très bien. des chancelleries. Maître Sur la question des incidents de procédure qu'ils ont invoqués. Je dis et je répète, au principal, pour un avocat qui estime que les droits de son client ne sont pas respectés, dans le cadre d'un dossier d'instruction, il lui appartient de relever cela devant la juridiction supérieure. Ils ont dit qu'ils l'ont fait. C'est qu'on a le dossier d'instruction, je ne vais même pas m'avancer sur la question. Mais je vais quand même préciser. Parlant de la qualité d'ancien membre du gouvernement d'Alain Le Bognon qu'il a invoqué tout à l'heure. Mais rappelez-vous, M. Alain Le Bognon a été interpellé dans le cas d'un flagrant délit, selon l'autorité de poursuite. Sur la question, il y a une jurisprudence. Et je pense qu'il était dans le dossier de ce même Alain Le Bognon, poursuivi devant le tribunal pour flagrant délit de tweet. Ils ont invoqué les mêmes moyens. Les moyens qui ont été rejetés. Alain Le Bognon a été condamné. Ils ont relevé appel de la décision. À la cour d'appel confirmée. Les moyens rejetés.
Que sinon, ils ont allé parler à la Cour de cassation pour avoir une décision définitive sur la question. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais en tout état de cause, et je voudrais attirer l'attention de mes confrères, que M. Guillaume Soro est poursuivi pour 2 infractions, dont l'une qui relève du flagrant délit, la question de l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est bien ça. Et l'autre, des cas de recel, qui sont intervenus au moment où il était en poste, en sa qualité, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. C'est bien, donc il y a 2 infractions distinctes qui doivent faire la différence. Dans le cadre du flagrant délit, l'ancien président de l'institution qu'il est ne peut pas faire l'objet d'aucune procédure particulière. Il demande le regroupement de l'Assemblée nationale, je dis non. Il n'a qu'à adapter la loi de 2005. La loi de 2005 qu'il invoque. L'article 7 est applicable. Nous sommes dans le cas des flagrants délits d'une infraction particulière qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Par principe, et c'est l'esprit du législateur, par principe, devant le flagrant délit, les procédures partent. Quelqu'un est en train de s'adonner à un viol. Vous dites, non, il faut aller rassembler, il faut aller d'abord rassembler les parlementaires avant de connaître de cette infraction. Et c'est justement pour cela que depuis la Constitution de 2016, devant le flagrant délit, tout s'écroule. Les magistrats ne pouvaient pas faire l'objet de poursuites, même en cas de flagrant délit, pour des infractions commises au moment qu'ils sont en fonction. Mais aujourd'hui, le magistrat qui commet un cas de flagrant délit, il est interpellé, il est présenté sans égard pour quelqu'un procédure. Alors, voilà. Il y a une autre disposition qui a fait l'objet de commentaires à la faveur de votre conférence de presse que vous avez animée. Il s'agit des perquisitions qui, selon vous, n'ont pas été faites dans les règles indiquées. À ce sujet également, je vous propose d'écouter le procureur de la République et on en parle juste après. Les perquisitions sont prévues par l'article 67 du Code de procédure pénale. Ce sont des mesures de police qui permettent aux enquêteurs d'aller rechercher les éléments d'une infraction dans un lieu privé qui soit domicile ou dans le siège d'une personne morale. Les perquisitions se font en présence de la personne mise en cause. C'est le premier cas. Si la personne mise en cause ne veut pas ou ne peut pas, elle peut désigner un mandataire. Dans ce cas, la perquisition se fait devant ce mandataire. Mais si toutefois n'est pas dans les 2 premières hypothèses, l'enquêteur a la possibilité de se faire assister par 2 personnes majeures qui ne sont pas des employés de la partie plaignante. C'est tout. C'est tout. Et ces règles ont été observées. Alors, je n'ai pas compris, effectivement, j'ai eu vent de cela, mais je dis que les règles en matière de perquisition sont des règles élémentaires. On ne peut pas faire de perquisition en l'absence de quelqu'un, sauf à avoir un représentant de la personne. Si toutefois la personne ne veut pas, ou la personne ne peut pas, l'officier de police judiciaire qui se présente pour une perquisition doit seulement demander à 2 personnes majeures, 2 témoins majeurs, de venir assister. Et à ce que je sache, c'est ce qui a été fait. Mais comme je l'ai indiqué, tous ces actes-là sont faits sous le contrôle du juge d'instruction. Et tous les éléments à faire valoir, je crois que c'est devant le juge d'instruction. Et comme il y a des avocats qui sont constitués, mais évidemment parce qu'il y a toujours un procès verbal de perquisition qui est établi, in situ, qui est signé même par les 2 témoins majeurs. Et tout ça est versé dans le dossier du juge d'instruction. Et les avocats constitués ont la possibilité d'y avoir accès. Maître Goïbi, que répondez-vous au procureur de la République qui indique que toutes les procédures ont été respectées quant aux perquisitions qui ont été faites chez des mises en cause dans cette affaire de mandat d'arrêt contre Guillaume Soro? Ce que je retiens, c'est que le procureur de la République, dans son interview, a dit qu'il s'agissait de règles élémentaires. Malheureusement, pour ce qui est élémentaire, quand on les viole, c'est vraiment colossal. Pour vous, il y a eu violation? Manifeste. Comment? Vous voyez, le procureur lui-même vous dit que la perquisition est régie par l'article 67 du Code de procédure pénale, qui prévoit 3 hypothèses. Mais ce qu'il dit, ce qu'il a fait, est contre la loi. Parce que lui, dans les 3 hypothèses, il choisit ce qu'il veut. Non. La première hypothèse, c'est clair, la perquisition se fait en présence de la personne chez qui on perquisitionne. Ça, il a dit.
Mais à défaut? Si la personne ne veut pas être présente, elle désigne un fondé de pouvoir. Si elle ne veut pas désigner un fondé de pouvoir, on prend 2 personnes qui n'ont aucune relation avec le plaignant pour faire la perquisition. Vous a-t-il apporté la preuve que nos clients ont refusé d'être présents? Est-ce que vous aussi, vous apportez la preuve de ce que vos clients n'ont pas désigné de personnes? C'est très simple. Nos clients sont sous main de justice. Tous. Camaratés, qu'on appelle affectueusement Soul to Soul. Ils sont sous main de justice, mais justement... Et quand ils sont sous main de justice, quel est le dispositif Le mandat qui est de prévu? dépôt que vous essénez contre ces gens-là, c'est justement pour ce genre d'acte-là. Parce qu'on se dit, on les met sous main de justice pour avoir la facilité de les avoir. Aucun, ni même nous les avocats, n'avons été informés, alors que nous étions déjà constitués. Aucun avocat, aucune de ces personnes. Et puis ce n'est pas à nous de prouver qu'on ne veut pas. C'est à eux de dire, on l'a écrit, ou bien on a fait une note d'extraction de la MACA pour leur demander de venir, ils ont refusé. C'est à eux de prouver qu'ils ont refusé de désigner après un fondé de pouvoir. Non. Le procureur a sauté sur la dernière hypothèse, alors que nos clients sont sous main de justice. Ils ne sont pas informés. Et il vient pour nous informer à une conférence de presse, oui, qu'il y a eu perquisition. Ah bon? Oui. Je viens qu'il y a eu perquisition. Mais pendant que lui nous parle de la violation du secret professionnel, le confrère, mais c'est le procureur qui a dit que cette perquisition a été ordonnée par le juge d'instruction sur une commission rogatoire. Et c'est lui qui a pris les résultats des juge d'instruction pour présenter. On nous présente une planche composée de 3 kalachnikovs pour faire un coup d'État. Mais quand vous regardez là, moi je peux lui répondre au procureur pour dire que mais vous avez ça comme scellé dans votre tribunal. Qui dit que ce n'est pas les photos de votre scellé que vous envoyez? Puisqu'on n'a pas participé, ce n'était pas contradictoire. Jamais nos clients ont refusé. Jamais ils ont refusé de donner un fondé de pouvoir. Je vous donne cet exemple-là. Qu'est-ce qui s'est passé chez Maître Abousatou Bamba? Vous savez qui est Dr Koné? C'est la personne qu'elle a désignée pour aller la représenter pour la perquisition. Il est où? Il est à la MACA. Dès qu'il a fini... Elle ne le savait pas quand on le désignait, il était à la MACA, non? Non, c'est parce qu'il a participé à cette perquisition qu'il a été arrêté. Dr Koné est venu là parce que Abousatou Bamba a demandé qu'il vienne la représenter, donc comme fondé de pouvoir. Et à l'issue de cette perquisition, le même jour, il a été interpellé et il est sous mandat de dépôt. Et pour quel motif? Mais c'est ce que je vous dis, pour avoir participé à la perquisition. Voilà, Dianjouba. Oui. Il n'était ni arrêté le même jour, il n'était pas été le même jour. Rien, c'est juste le jour où il a participé qu'il était mis aux arrêts. Je voulais dire qu'à une émission ici, je m'étais inquiété de la célérité avec laquelle les perquisitions avaient été faites. Et quand le procureur est venu faire son intervention, il avait relevé effectivement les 3 cas que Maître vient de citer. Et j'avais dit, mais si les personnes sont sous main de justice, est-ce que le parquet n'a pas plus de facilité pour les présenter devant les maisons, pour qu'ils assistent à la perquisition? Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, il y a 2 choses essentielles. Un chef d'État, comme je l'ai toujours dit, a le droit et même a le devoir de ne prendre aucune information au hasard. C'est-à-dire que dès l'instant où il a une information que quelqu'un cherche à attenter à la sûreté de l'État, un chef d'État, son premier devoir, c'est de prendre les mesures conservatoires pour que cela n'arrive jamais. Il y en a qui ont joué avec ça, ça leur a créé des problèmes. Première chose. Deuxième chose, cette affaire, quand ça a commencé, le gouvernement ivoirien, il allait dire, a mal communiqué. Il faut le dire. Le timing dans lequel l'affaire se passe, on est devant une affaire où l'inculpé s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle. Par conséquent, tout ce que vous allez faire, qui peut être d'ordre juridictionnel, est automatiquement empoisonné par le fait que l'inculpé a un statut de candidat à l'élection présidentielle. Et par conséquent, sa communication peut être du fait que je veux être candidat, et tout ça, ça peut m'empêcher d'être candidat. Et donc, le parquet doit agir de telle sorte que l'opinion soit rassurée,
que l'individu qui est poursuivi n'est pas automatiquement considéré comme un coupable parce que la présomption de culpabilité en Côte d'Ivoire n'existe pas. Nulle part d'ailleurs. C'est la présomption d'innocence. Et donc, tout doit être fait dans le respect strict des choses pour ne pas qu'on donne l'impression qu'on pose un acte et par derrière, on cherche à arranger l'erreur qu'on a commise. D'accord. Ça, d'un point de vue de l'opinion, c'est très dangereux. C'est en même temps le dernier tour de table. voulais Nous sommes pris terminer- par le temps. je Nous voulais allons terminer. terminer Oui, sur votre deux dernier points mot, pour que allez-y. Maître Meïté puisse terminer sereinement. Vous avez 30 secondes. Vous voyez, en plus de cette perquisition, regardez ce qui s'est passé au niveau des transfèrements. On va me dire, oui, la loi de 1969 prévoit, le décret de 1969 prévoit qu'on peut transférer des détenus d'une prison à une autre. Mais le motif du transfèrement qui a été évoqué, c'est le surpeuplement de la MACA. Pendant ce temps, tous les détenus, depuis les transfèrements des délits communs, tous sont à la MACA, depuis hier, avant-hier. Tous sont à la MACA. Et une prison qui est surpeuplée continue de recevoir d'autres. Et seulement nos clients... Mais il y a eu une grâce, non, pour 3100 et avant quelques... même le transfèrement. Et voilà des gens qui sont justiciables ou bien qui sont poursuivis par le tribunal d'Abidjan Plateau. On ne transfère pas ceux qui ont déjà fini les jugements, qui sont en train de purger les peines, parce qu'ils n'ont plus rien à voir avec les juridictions. On prend seulement nos clients, mais on les amène où? On les amène dans des prisons surpeuplées. Parce que la loi parle de capacité théorique. Il n'y a aucune prison en Côte d'Ivoire qui n'est pas surpeuplée. Mais quand vous voyez le motif légal même qui est pris, et pourquoi c'est seulement nos clients qui sont transférés loin des juridictions, si ce n'est pas une façon de dilater la procédure? C'est bien entendu. Merci en tout cas à vous, Maître Goïbi. À la fin, dernier Moi, je mot. voulais saluer la qualité des débats, dire que vous savez bien c'est ce que les téléspectateurs souhaitent, et puis vous en féliciter. Merci. Et remercier les avocats pour leur contribution, et puis noter que ce débat est aussi le débat de la justice ivoirienne, pas maintenant, mais des procédures depuis toujours. Et les gens ont tendance à dire depuis quelque temps que nous sommes sous dictature. Moi, je dirais que si peut-être il y a une dictature, elle existe depuis 2011. Et ceux qui le disent maintenant ne l'ont pas dit depuis 2011. C'est ce qu'on constate. Ils auraient été plus avisés de dénoncer si dictature il y a, qu'elle existait depuis 2011 et que ce n'est pas maintenant qu'elle existe. Donc c'est le constat que moi je voulais faire pour terminer. Très bien, Maître Meïté. Je vous remercie. En tout cas, je voudrais abonder deux petits points sur la perquisition. Je pense que je suis là-dessus. Oui, bien sûr, allez-y. Vous n'aviez pas parlé là-dessus. Alors, je voudrais quand même préciser que cette perquisition est intervenue, selon les informations que nous avons reçues, et au regard de déclaration de M. le procureur, est intervenue sur commission rogatoire. Donc, vous voyez qu'il faut d'abord circonscrire le cadre. Un juge d'instruction qui va faire une perquisition, il lui est permis de le faire. Mais lorsque c'est fait sous commission rogatoire, ça veut dire que le juge d'instruction peut donner ordre à des officiers d'aller accomplir tel acte d'enquête qu'il estimerait. Et la loi est claire. La perquisition est faite en présence du propriétaire de la maison. À défaut, en présence de son mandataire. À défaut, s'il ne peut pas ou s'il ne veut pas, par l'officier accompagné de deux témoins majeurs. S'il ne peut pas, s'il ne veut pas, disons, admettons que les inculpés étaient en mesure de participer effectivement à la perquisition. Est-ce qu'ils pouvaient, sur commission rogatoire du juge d'instruction, une perquisition doit faire par des officiers, est-ce qu'en l'état, il y avait une possibilité qui s'offrait au juge d'instruction de se déterminer autrement? Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, nous sommes en matière de procédure. Je suis à cheval sur les règles de procédure, par principe. C'est sanctionné par un procès verbal, qui était un acte du juge d'instruction. Lorsque les avocats de la défense estimeront que les droits de leurs clients n'ont pas été respectés, j'ai dit encore une fois de plus, ce n'est pas dans les chancelleries, encore moins dans les journaux ou à la télévision, c'est devant la juridiction supérieure. Alors, je voudrais rassurer mes confrères que toutes les fois que les droits des individus seront bafoués, je suis avocat. Je resterai avocat pour décrire avec eux
évidemment les manquements aux questions de procédure. Et je le dis, mais je ne vais pas suivre les avocats dans des attitudes qui sont contraires à notre serment ou des attitudes, effectivement, qui sont contre-productives pour leurs clients, notamment couvrir les chancelleries lorsqu'effectivement des voies de recours existent. Au total, je voudrais remercier votre télévision pour cette belle opportunité qui nous a offerte de parler des questions de ces gens qui intéressent notre nation, qui intéressent notre appareil judiciaire. Je vous remercie. Merci infiniment, Maître Meïté Ben Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes avocat de la partie civile donc, de l'État de Côte d'Ivoire dans cette affaire Guillaume Soro. Nous recevions également Maître Raoul Goïbi, avocat membre du collectif des avocats de Guillaume Soro. Et enfin, Alafé Wakili et Antoine Assaletier Moko. Merci d'avoir suivi ce débat sur NCI. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée.